Bonjour les chimistes. Alors aujourd'hui je vous propose la correction d'un exercice sur les titrages redox. Donc on va s'intéresser au titrage des ions iodure par les ions cérium 4 en milieu acide chlorhydrique. Donc on va voir qu'il y a quelques subtilités. Ça va nous permettre de réviser plusieurs points, notamment la notion de titrage successif et simultané, voir comment on exploite une courbe avec plusieurs sauts à l'équivalence. Et puis je vais aussi en profiter pour vous montrer comment on retrouve les potentiels redox standards des couples impliqués sur une courbe. Allez, on s'y met tout de suite. Alors allons-y, donc dans la première question, donc évidemment hein, vous avez l'énoncé qui est donné dans la description, vous pouvez le télécharger. Donc on vous demande pour le relevé de la tension U, l'électrode de référence c'est une électrode au calomel saturé et indiquer quelle électrode de mesure vous prendriez et pourquoi. Alors il y a deux choses, soit on va mesurer le potentiel d'un couple du type cation métallique métal, par exemple Cu2 plus Cu, ou Ag plus Ag, ou Zn2 plus Zn. Dans ce cas-là, évidemment, le conducteur métallique que je vais choisir pour l'électrode de mesure, ce sera le métal considéré. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Ici, toutes les espèces électroactives sont en solution. Donc elles sont sous forme dissoute. Dans ce cas-là, le conducteur métallique, il faut plutôt quelque chose qui soit inerte, qui ne va pas intervenir dans les couples redox, mais qui conduit bien le courant. Donc celui qu'on va utiliser en général, c'est le platine. Électroactive étant dissoute en solution. Donc ça veut dire que là, les couples qu'on va avoir, hein, évidemment, je ne vous ai pas relu l'énoncé, mais vous allez avoir des couples, donc je regarde l'énoncé avec vous, cérium 4, cérium 3, ICl2-, I2, I2I-, donc tout ça, c'est des couples où les espèces sont en solution. Du coup, on va juste ajouter un conducteur métallique, donc on choisit un conducteur métallique inerte, donc qui ne va pas intervenir pour former un autre couple redox, donc typiquement le platine. Donc une électrode de mesure, ce sera le platine. Ensuite, dans la deuxième question, là il faut commencer vraiment à comprendre ce qui se passe, on nous demande d'écrire les équations des réactions d'oxydoréduction observées et de calculer les constantes d'équilibre. Alors, je vais vous remontrer les potentiels redox standards. Alors, les voici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre tout ça plus visuel. Donc on va mettre un petit axe horizontal pour faire un diagramme de prédominance. Et donc là, sur ce diagramme, donc je vais mettre les potentiels standards en volts, donc ici qui sont donnés par rapport à l'électrode standard à hydrogène, hein, quand c'est pas précisé. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On se rend compte qu'on a le couple, par exemple ici, hop, cérium 4, cérium 3, puisque je vais verser du cérium 4, cette espèce-là va être présente. Et puis en face, je vais regarder les couples de l'iode. Donc on voit qu'on a un premier couple. Alors ici, je vais rajouter la valeur 1,28. Donc on a un premier couple pour I-, I2, qui a 0,54 volts. Et puis on a le couple I2, ICl2-, ici, qui se trouve à 1,06 volts. D'accord? Et donc je vais commencer dans mon expérience avec I-. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cérium 4 et I- ont des domaines de prédominance disjoints. Donc ça veut dire qu'ils vont réagir ensemble pour former d'autres espèces. Ça veut dire que le cérium 4 se transforme en cérium 3 et que I- se transforme en I2. D'accord? Donc ça veut dire que dans un second temps, je vais avoir du I2 qui va se former. Or, comme on va continuer à verser du cérium 4, I2 et cérium 4 auront eux aussi des domaines disjoints et on a dit qu'on travaillait en milieu acide chlorhydrique. D'accord? Donc ça veut dire que des ions chlorure sont présents, et ce qui va permettre à I2 de se transformer en ICl2-. Voilà, donc là on a trouvé deux réactions de titrage, le cérium 4 qui va d'abord réagir avec I-, puis il va réagir avec I2. La question se posera de savoir si ces deux réactions de titrage sont successives ou simultanées. J'attire votre attention également sur le potentiel du couple Cl2-Cl-, donc je vais le rajouter en couleur. Je vais le mettre, peut-être pas en bleu, c'est pas une bonne idée. On va le mettre en vert. En fait, il se trouve qu'il est au-dessus. Vous voyez, donc Cl-, Cl2, il est ici. Donc nous, on démarre avec du Cl-. On voit que l'ion chlorure, il a un domaine commun de stabilité avec le cérium 4 et avec toutes les entités précédentes. Donc lui, il ne va pas réagir. D'accord? Donc il est inerte.
dans ce milieu. Il ne va pas s'oxyder en dichlore. C'est juste ça que ça doit montrer. Donc autrement dit, c'est un ion, je ne vais pas dire spectateur en fait, parce qu'on voit qu'il va être impliqué à cet endroit-là. Voilà, ça c'est, je pense, vraiment important à voir au début pour bien comprendre le problème. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais vous écrire les équations de réaction. Allez, on y va. Alors, tac, je vais mettre ça ici. Donc les équations de réaction. Alors la première, elle est triviale, hein, donc je l'écris directement. Je vais avoir donc la réaction 1, bah, ça va être 2 cérium 4 aqueux plus 2I- aqueux qui va donner 2 cérium 3 aqueux plus du diode aqueux. Voilà, donc si vous n'êtes pas sûr de la retrouver, évidemment, vous écrivez les demi-équations redox. Pour la deuxième, là je vais juste, je pense que ça vaut le coup d'écrire la demi-équation pour le couple I2, ICl2-, parce qu'elle sera peut-être pas évidente pour tout le monde. Alors ce qu'il faut voir en fait, c'est que c'est un couple de l'iode, donc c'est l'iode dans l'affaire qui va changer de degré d'oxydation. Autrement dit, les atomes de chlore, ils sont au degré d'oxydation -1 dans ICl2- et ils seront au degré d'oxydation -1 du coup du côté de I2, donc on va équilibrer l'équation avec des ions Cl-. C'est ça qui est important à avoir compris. Donc si j'ai ça, bah, je vais avoir I2 aqueux, de l'autre côté ICl2- aqueux, du coup il me faut 2 ICl2-, ce qui fait que je dois mettre 4 chlorures de ce côté-là, et il me reste à équilibrer la charge avec des électrons, donc j'ai 2 électrons. Évidemment, je combine cette équation avec l'équation du couple cérium 4, cérium 3, cérium 4, cérium 3, donc cérium 4 plus 1 électron qui donne cérium 3, et ce qui fait que je vais avoir 2 cérium 4 qui réagissent pour un diode, donc I2 aqueux, plus 4 Cl- aqueux, qui vont donner 2 CO3+ aqueux, plus ICl2- aqueux. Voilà pour les équations de réaction. Alors on nous demande ensuite de calculer les constantes d'équilibre. Alors pour la constante d'équilibre, hop, je vais rester là. Donc je vais faire un petit rappel. Donc là, je ne vais pas remontrer la démonstration. Ce sera quelque chose qu'on reverra plus tard. Donc la constante d'équilibre, déjà, je rappelle qu'on peut montrer que K standard de T, il va être lié à la différence de potentiel standard par la relation exponentielle de NF fois delta E standard sur RT. Donc en rappelant rapidement que N, c'est le nombre d'électrons échangés, F, c'est la constante de Faraday, donc qui vaut 96 000 coulombs par mol, c'est la charge d'une mole de charge élémentaire. Delta E standard, c'est la différence de potentiel standard en prenant potentiel standard de l'oxydant moins celui du réducteur. Mais un bon moyen, c'est de voir avec le diagramme, est-ce que ma réaction est thermodynamiquement favorisée? Je sais que si les domaines sont disjoints, je dois trouver un K standard supérieur à 1. Si les domaines sont communs, je dois trouver K standard inférieur à 1. R, la constante du gaz parfait, 8,314 joules par Kelvin par mol, et T, la température en Kelvin. Néanmoins, si, en tenant compte du fait que souvent on va la calculer à 298 Kelvin, et je vous rappelle qu'à 288 Kelvin, dans la loi de Nernst, on écrit que RT sur F ln de x, si on fait l'application numérique, ça donne environ 0,06 log de x. Si on utilise ça, on va trouver que K standard à 298 Kelvin, ça s'écrit 10 puissance n fois delta E standard sur 0,06. Expression du coup qu'il faut savoir utiliser extrêmement rapidement pour les concours. Donc ça c'est très très pratique, d'accord? Donc à avoir dans un coin de votre tête. Ok? Voilà, maintenant je vais pouvoir calculer les constantes d'équilibre. Donc on y va. Donc pour 15 standard à 298 Kelvin, ça va me donner 10 puissance. Donc là c'est 2 fois, je vais avoir E standard du couple cérium 4, cérium 3, moins E standard du couple I2, I-,
sur 0,06. Donc on y va pour l'application numérique. Du coup, ça me donne 10 puissance 2 fois, donc là j'ai 1,28 moins 0,54 sur 0,06. Donc là, je vais me concentrer sur ce qu'on a dans la puissance. Donc ça va me faire 128 moins 54, ça nous fait du 74 que je divise par 3. Donc ça fait du 24,7. Donc j'ai qu'un standard à 298 Kelvin qui vaut 10 puissance 24,7. Évidemment, vous pouvez taper à la calculatrice pour avoir un nombre avec une décimale devant la puissance de 10 pour arriver à une écriture scientifique. Ensuite, je fais exactement la même chose pour K2 standard. Donc je me permets de ne pas traîner là-dessus. Donc là, on a 10 puissance 2 fois, donc cette fois-ci, c'est le potentiel standard du couple cérium 4, cérium 3, donc celui où il y a l'oxydant, moins le potentiel standard de ICl2 moins I2 sur 0,06. Et donc la même chose, je fais l'application numérique. Donc j'ai K2 standard à 298K. Donc là, ça va me donner 10 puissance. Donc 2 fois, donc là j'ai toujours 1,28 et l'autre couple c'était 1,06. On divise ça par 0,06. Voilà, donc si je reprends ce que j'ai dans la puissance, ça me fait ici 22 divisé par 3, donc 7,3 en gros. Donc ça nous fait du 10 puissance 7,3. Voilà, on peut faire un petit commentaire intéressant, c'est que là, on trouve bien qu'on a les deux réactions de titrage sont quantitatives, puisqu'on a des constantes d'équilibre qui sont très grandes, bien plus grandes que 10 puissance 4. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. J'en profite pour rappeler qu'une réaction de titrage, elle doit avoir plusieurs qualités. Elle doit être rapide, quantitative, mais aussi sélective. Voilà, et maintenant, du coup, dans la question suivante, on va se poser la question de la simultanéité ou de la successivité des titrages. Alors, c'est l'objet de la question 3. On nous demande si les titrages sont successifs ou simultanés. Alors, j'ai fait une petite vidéo pour démontrer, dans le cas d'un dosage de 2 acides faibles par une base forte, quelle était la condition de successivité de 2 titrages. Et donc, l'idée, c'était de dire de titrages sont successifs si l'écart de pK entre les acides titrés vaut plus que 4. En fait, on va généraliser ça à notre niveau, c'est cette condition qu'on va prendre. Donc, c'est-à-dire que si on a, on va dire que les deux réactions, donc je vous mets le lien vers cette vidéo dont j'ai parlé, les deux réactions sont successives si le delta pK, c'est-à-dire le delta pK entre les deux réactions, est supérieur à 4. Mais ça équivaut à dire en fait que le rapport des constantes de vitesse, donc K1 standard sur K2 standard, est supérieur à 10 puissance 4. Voilà, nous on va se contenter de l'utiliser tel quel, je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée c'est de dire que si par exemple ici on va titrer un réducteur fort et un réducteur moins fort, c'est de dire que j'aurais titré 99%, plus de 99% du réducteur le plus fort en ayant titré moins de 1% du réducteur le moins fort. Alors dans notre cas, ce rapport il est largement bon puisqu'on a 10 puissance 24,7 sur 10 puissance 7,3. Ce qui nous fait du 10 puissance 17,4, largement supérieur à 10 puissance 4. Donc là, on s'attend à des titrages successifs. Et donc, titrage successif, ça veut dire que on doit avoir une courbe avec 2 sauts. Et donc là, on va aller regarder ce qu'on avait à côté. Et effectivement, on voit bien qu'on a
deux sauts de potentiel, un qui correspond à une première équivalence, donc à la première équivalence du titrage, à l'équivalence du premier titrage, et une deuxième équivalence, donc les deux sont bien distinctes. Donc là-dessus, on est bon. Très bien. Donc on a des titrages successifs. On peut dire ce qui se vérifie bien en accord avec le graphique. Avec la courbe potentiométrique. Dans la question 4, on nous demande d'établir les relations à l'équivalence. Alors là, on va écrire d'abord à la première équivalence. Alors là, je vous demande de toujours écrire des relations entre quantités de matière, c'est-à-dire tout ce qui est C1V1 égale C2V2, etc. Ne surtout pas faire, ce sont des grosses bêtises, ça marche que quand ça marche. Et donc si on vous pose un problème correctement, qu'on met des titrages en retour, qu'on met des petits pièges, ça ne marchera pas du tout. Donc on va dire que N I- titré, ici, va être égal à N cérium 4 versé à la première équivalence. D'accord, on regarde évidemment la stoichiométrie de la réaction de titrage. Hein. On a un iodure qui réagit pour un cérium 4. Et donc là, ensuite, je peux remplacer. Donc pour les ions iodures, ça donne ici C0V0. Et pour les cérium 4, ça va donner C fois VE1. Voilà, donc du coup, ça me permet ici d'exprimer C0 comme étant C fois VE1 sur V0. Donc dans ce cas-là, C1V1 égale C2V2 fonctionne. Mais c'est bien le seul cas de figure. Ensuite, à la deuxième équivalence, on commence toujours par écrire une relation entre les quantités de matière. Donc là, je vais aller voir l'équation de réaction, parce que c'est dessus qu'il faut raisonner. L'équation de réaction, elle est ici. Et donc là, on voit qu'on a deux cérium 4 qui vont réagir avec un I2. Mais un I2, on l'obtient à partir de 2 I-. Donc finalement, on va retrouver un petit peu le même type de stoichiométrie. Donc allons écrire nos équations. Hop. Donc là, je dois écrire que N I2 titré, c'est N cérium 4 entre les deux équivalences sur 2. Et le N I2 titré qu'on a ici, en fait, d'après la stoichiométrie de la première réaction, c'est N- initial sur 2. D'accord ? Mais le N- initial, c'est celui qu'on a titré dans la première réaction. D'accord ? C'est lui qui a créé le I2. Donc du coup, Ni2 titré, je vais pouvoir l'écrire C0, V0 sur 2. Et puis pour ce qui est de N cérium 4 entre les deux équivalences, il faut comprendre que forcément le volume VE1 que j'aurais versé, il a réagi dans la première réaction de titrage. Et donc c'est ce qu'il y a entre VE1 et VE2 qui réagit dans le deuxième. Donc la quantité pour le deuxième titrage, c'est C facteur de VE2 moins VE1. Et donc si je réécris proprement mon équivalent, je me retrouve avec C0 V0 qui est égal à C facteur de VE2 moins VE1. Alors afin de réaliser l'application numérique, évidemment, il va falloir déterminer les volumes équivalents. Donc là, on va le faire par lecture graphique. Donc pour la première équivalence, alors logiquement, comme les titrages sont successifs, on doit avoir le VE2 qui est 2 fois le VE1. Alors c'est un petit peu difficile à lire, mais VE2, moi je dirais autour de 5,6 ml, avec un VE1 ici, si on veut être cohérent, si on pense que les titrages sont bien successifs, ce qui doit être le cas, on doit être à 2,8 ml. Alors là, c'est pas très propre ce que je fais, mais c'est parce que la courbe qu'on a en même temps est pas terrible. Donc là, on serait dans un cas, si les titrages sont bien successifs,
Et donc c'est ce qu'on semble lire graphiquement au 0,1 millilitre près peut-être, hein. On doit trouver de toute façon VE2 qui vaut 2VE1. Donc finalement, une seule des équations que j'ai établies suffit pour calculer la concentration C0. D'accord? Donc peu importe laquelle vous allez prendre. Hop. Donc on va faire une application numérique. Donc à partir par exemple de la première équation. Donc je vais avoir C0 qui vaut donc 5,0 fois 10 moins 2 fois donc VE1, on a dit 2,8 ml sur le V0, 50 ml. Ce qui nous fait 2,8 fois 10 moins 3 mol par litre. Alors on voit ici qu'on nous donne des incertitudes. Donc évidemment on va présenter le résultat avec une incertitude. Donc si je pars de cette relation, C0 égale CVE1 sur V0, eh bien on va utiliser la relation de propagation des incertitudes sur un produit ou un quotient. Donc je note U de C0, l'incertitude type sur C0, et donc je vais avoir que l'incertitude relative, c'est la racine de la somme quadratique de toutes les incertitudes relatives. Donc autrement dit, racine de U de C sur C carré, plus U de VE1 sur VE1 au carré, plus U de V0 sur V0 au carré. Bon bah là, si on regarde l'énoncé, on voit que U de C sur C, on nous dit que c'est 0,1, du coup l'incertitude sur 5,0. On n'a pas d'infos sur VE1, donc déjà je commence par V0, donc là on aurait 0,1 sur 50,0. D'accord? Et puis ici on n'a pas d'infos. Ce serait à nous de le faire à partir de la courbe, donc à vous de voir quelle est votre incertitude de lecture. Je pense qu'effectivement, soit on se dit, bon, on la néglige parce qu'il n'y a pas d'information énoncée, soit on est un petit peu honnête et on se dit, bon, on a quand même de l'incertitude de lecture. Moi, personnellement, je ne pense pas que j'étais précis à 0,1 près, donc admettons que j'ai 0,1 d'erreur de chaque côté, on peut dire que on a une incertitude type au moins, je pense, de 0,1 ml, donc sur le 2,8. Voilà. Bon, après là, vu l'énoncé, c'était pas forcément attendu de prendre une incertitude ici. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut remarquer avec ces incertitudes, c'est déjà que la plus faible, c'est celle qui vient du volume initial titré, puisqu'il est assez précis, 0,1 ml d'erreur sur 50, c'est pas beaucoup. Par contre, 0,1 mol par litre sur 5, bon, en 10-2, pardon, mais 0,1 par rapport à 5, ça nous fait quand même une erreur qui est pas négligeable du tout, et même chose ici. Voilà, et donc, on fait l'application numérique, et cela nous donne 0,041, c'est-à-dire 4,1% d'erreur sur la concentration déterminée. Donc là, je multiplie ça par la valeur de la concentration pour avoir l'incertitude, donc 2,8 fois 10-3, donc ça me fait l'incertitude sur C0 qui vaudrait donc 1,1. Je vais mettre 1,14 pour l'instant, peu importe. Non, ça fera 1,15 fois 10-4 mol par litre. Voilà. Du coup, j'ai pas précisé, oui, donc dans l'énoncé, on voit dans la question que les incertitudes sont données avec un niveau de confiance de 68%. Bon, ça, on va voir ça après. En tout cas, présentation du résultat, c'est ça qui est important pour nous. Donc, présentation du résultat. Et du coup, on va avoir C0. Alors là, ce à quoi il faut faire attention, en fait, c'est l'incertitude qui détermine le nombre de chiffres significatifs que je vais choisir sur C0. Donc autrement dit, là on voit que je vais être à 0,1, 10, moins 3, donc en fait je vais garder deux chiffres significatifs ici. Et en général, à notre niveau, on donne l'incertitude avec un seul chiffre significatif. Alors souvent, on a tendance à majorer l'incertitude, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre 2, 10, moins 4. Bon, en pratique, ça dépend. Vous voyez, 1,15, on est très proche de 1, 10, moins 4, donc on va garder 1, 10, moins 4. Et du coup, ça me ferait une incertitude qui donnerait 2,8, enfin un résultat, pardon, 2,8 plus ou moins 0,1 fois 10 moins 3
mol par litre, et si on le peut, avec le niveau de confiance. Donc là, je l'ai mis... Pardon. Avec un niveau de confiance de 68%, donc qui est un classique. Hein. Et en général, on peut élargir l'incertitude en la multipliant par 2 pour arriver à un niveau de confiance de 95%. Voilà, donc avec un niveau de confiance de 95%. Voilà comment vous pouvez présenter votre résultat. L'un ou l'autre convient, hein, bien évidemment. Alors, je veux quand même dire une petite chose. C'est qu'en l'absence d'indication très précise de la part de l'énoncé, on ne sera pas hyper exigeant hein, sur les incertitudes. Ce qu'on attend de vous, bon, c'est vraiment ça, c'est de montrer que vous savez utiliser la relation pour la propagation des incertitudes. Ici, qui sont les incertitudes de type B sur une mesure unique. Présenter le résultat avec une incertitude et reporter le niveau de confiance s'il vous est donné, d'accord ? Après, on ne vous embêtera pas trop en pratique avec ce qui est les racines de 3, passer de l'écart maximal toléré à l'écart type. Donc voilà, vous ne prenez pas trop la tête avec ça pour l'instant. Et puis, ce sont des choses qu'on va faire en TP aussi. Alors, dans la question 5, on nous demande à l'aide de la courbe de retrouver la valeur du potentiel standard du couple cérium 4, cérium 3. Donc là, on va s'appuyer sur la loi de Nernst pour ce couple-là. Donc ça s'écrirait potentiel égale potentiel standard du couple cérium 4, cérium 3, plus 0,06 sur 1 log de concentration en cérium 4 plus concentration en cérium 3. Et donc ça, c'est le potentiel, qu'on soit clair, hein, de l'électrode de mesure. Alors faites attention parce que la différence de potentiel donnée sur l'énoncé, c'est bien E mesure moins E de la référence. D'ailleurs, je vais l'écrire, hein, E mesure. Donc c'est notre électrode de platine, ça. Bref, nous, en tout cas, on va chercher le potentiel tel que ce rapport-là soit égal à 1, de sorte qu'en fait, on ait le potentiel de mesure qui soit égal au potentiel standard. Ok ? Donc ça, je vais l'écrire. Donc on cherche en fait le volume sur la courbe. Alors je vais détailler un peu plus après. Le volume tel que E mesure égale E standard de cérium 4, cérium 3. Ce qui équivaut à avoir le log qui est égal à 1. Donc autrement dit, la concentration en cérium 4 qui doit être égale à la concentration en cérium 3. D'accord ? Et il faut trouver le volume tel que cette condition est vérifiée. Alors il y a des exercices où on vous fait établir directement l'expression du potentiel en fonction du volume versé. Et puis dans ce cas-là, on fait la même chose, on prend l'expression qu'il y a dans le log, on la pose égale à 1, et puis tout se passe bien. On verra un exercice d'ailleurs où on fait ça. Mais ici, qualitativement, on peut essayer de le trouver. Alors comment ça va se passer ? On se dit, tous les cérium 4 que je mets dans le titrage, ils vont réagir, d'abord avec les ions iodure, ensuite avec les ions d'iode. Donc en fait, les ions, ils se transforment instantanément en cérium 3, et les ions cérium 4 vont commencer à s'accumuler à partir du moment où j'ai passé la deuxième équivalence. Donc il faudra que je verse autant de cérium 4 que ce qui a déjà réagi pour arriver à l'égalité des concentrations. Okay ? Et du coup, ça fait que le volume versé qui correspond à cette situation, en fait, c'est 2 fois le volume équivalent. Voilà. Donc ça peut se montrer mathématiquement si on établit proprement l'équation de la courbe en fonction de V. Mais ce n'est pas l'objet ici, puisqu'on le fait dans un autre exercice. Bref, du coup, je vais aller voir la courbe, hop, de titrage, et donc, je fais une lecture graphique. Je vais trouver, donc, là, j'ai un VE2 qui est à 5,6 ml, donc je fais x2, je vais avoir 11,2. D'accord, donc 11,2 c'est par ici. Donc on va le noter ici. Donc là, nous, ça serait 2 VE2. Et donc je vais projeter verticalement sur la courbe. Alors ma lecture, encore une fois, n'est pas très précise, mais on va s'en contenter. Hein. Je crois que je tombe un peu trop bas. Bon, on doit être par ici. Alors ça nous ferait du, je sais pas, on va dire 910 millivolts à peu près pour U.
quelque chose comme ça. Bon, voyons voir ce que ça donne au final. Donc ça veut dire que U de 2Vec égale 0,910 volts, ce qui équivaut à dire que E standard de cérium 4, cérium 3, moins le potentiel de la référence, donc ici une électrode au calomètre saturé, ça serait 0, alors je vais dire 91 volts, parce qu'en fait en chiffre significatif, bon, on est déjà assez gourmand vu la courbe, donc n'exagérons rien. Et du coup, ça va me donner le potentiel standard du couple cérium 4, cérium 3. Ben, ça serait le potentiel de l'ECS, donc 0,25 on va prendre, plus 0,91, ce qui nous fait 1,16 volts par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Et si on regarde les données, on a 1,28. Donc on voit qu'a priori, il y a un écart puisque cette grandeur-là, obtenue par lecture graphique, est différente de la valeur tabulée qui est donc, comme je l'ai dit, 1,28 volts par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Donc on voit que pour le potentiel standard mesuré, il y a un abaissement. Donc là, c'est difficile de vraiment trouver la cause, mais bon, on n'allait pas invoquer quelque chose comme la température, en fait, dont l'effet est vraiment extrêmement faible. Même la mesure, il y a peu de chances que ça soit mal passé, la mesure est correcte. Donc ça, c'est probablement dû à un effet de milieu. Il y a pas mal d'ions dans l'affaire. Donc moi, je partirais plutôt sur l'hypothèse d'un effet de milieu, c'est-à-dire une partie des ions cérium qui serait complexée, par exemple, soit par des chlorures, des iodures, complexation partielle peut-être. Enfin, on termine avec la dernière question, question 6. Donc là, on nous demande que vaut le potentiel d'oxydoréduction à l'équilibre lorsque les ions iodures ont été oxydés à 90% en diode. Donc là, on est vers la fin de la première réaction de titrage. Donc je rappelle rapidement, s'il était besoin, l'équation du couple considérée. Donc c'est I2 plus 2 électrons qui donne 2I- à queue. Et donc le potentiel à ce moment-là de l'électrode de mesure, je peux l'exprimer avec le couple I2I-, donc ça me donne potentiel standard du couple I2I- plus 0,06 sur 2 log de concentration en diode sur concentration en I- au carré, et donc j'ai ces standards au numérateur pour avoir quelque chose d'homogène. Bien évidemment, je peux remplacer ici en fonction des quantités de matière et des volumes. D'accord? Donc ça veut dire que ça, je peux l'exprimer Ni2 sur Ni- carré fois, du coup, je vais avoir le volume qui va apparaître, donc qui vaut V0 plus V. Donc comme on sera à peu près à 90% d'oxydation des I-, le volume V, grosso modo, ça vaut environ 90% de VE1. Donc ça, on peut le lire sur la courbe. VE1, c'était 2,8, voilà. Donc ça nous fait à peu près 2,5 millilitres. Voilà. Donc bon, c'est un effet de dilution qui n'est pas énorme, puisque V0, c'est 50 millilitres. On pourrait le négliger sans aucun problème. Bon, reprenons. Du coup, il faut que j'arrive à exprimer les quantités de I2 et I-. Je vais faire très rapidement un petit tableau d'avancement sur cette demi-équation. Si on considère donc ici état initial, état final, ça veut dire qu'ici j'ai... alors pardon, du coup c'est dans l'autre sens qu'il faudrait le faire. C'est-à-dire je pars avec C0, V0 en I-, 0 ici. Et du coup, l'équation, là, je fais un bilan dans ce sens-là. D'accord? Donc je vais avoir C0, V0 moins de xi. Et ici, je vais avoir xi comme avancement. Ce qui fait que moi, ce que je cherche, c'est le moment où j'ai oxydé 90%. Et oxydé 90% de I-, ça veut dire qu'il me reste 10%. Donc j'ai C0, V0 moins 2 xi, qui doit être égal à 0,10 fois C0, V0. Donc je trouve que xi, c'est 0,45.
C0, V0. Et donc je connais du coup la quantité de I2. Donc si j'écris ça proprement, ça veut dire que à l'instant cherché, j'ai Ni- qui va valoir 0,10 C0, V0, donc les 10% restants, et Ni2 qui vaut 0,45 C0, V0. Et donc j'injecte tout ça dans la loi de Nernst. Alors désolé, c'est un peu le bazar mon histoire, mais j'essaie quand même de mettre des petites flèches. Et donc le potentiel de mon électrode de mesure, il va s'écrire potentiel standard de I2I- plus 0,03 log de, alors ici je vais remplacer, donc Ni2 ça me donne 0,45, donc C0V0 sera simplifié. Il y a le C standard qui reste à pas confondre avec C0, plus V0 plus V, divisé par donc 0,10 au carré, ça nous fait 0,010, fois, du coup il va me rester C0, V0. Voilà, et donc il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc ce que je vais faire, c'est directement, je vais calculer la tension qui vaut E mesure moins Eref. Et donc Eref ici, c'est l'électrode au calomètre saturé. D'accord? Et donc j'obtiens 0,42 volts pour la différence de potentiel. Alors là, ça pose un léger souci parce que regardez, si je retourne voir la courbe, et j'ai pas un très bon accord en fait. Alors, parce que là, on voit que je dois être à 90%, donc je dois être par ici d'oxydation, et puis ça correspond pas avec ce que j'ai graphiquement, parce que 0,42, je serais dans le saut de potentiel. Ok, bon, donc là, il y a un léger malaise entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre le potentiel que je calcule, hop, je reviens ici, écart entre le potentiel calculé et celui de la lecture graphique. Donc c'est forcément que il y a deux possibilités, donc la mauvais accord avec la courbe potentiométrique. Alors là, bon, il y a deux options, hein. Première option, il y a un effet de milieu, comme je l'ai dit avant, peut-être. Honnêtement, j'en suis pas sûr. Alors, je suis pas à l'abri d'avoir fait une erreur, d'accord? Tout le monde peut se tromper. Donc, je vous invite quand même à faire vous-même le calcul. Il y a peut-être quelque chose auquel j'ai pas fait attention à un moment. Mais en tout cas, si on doit avoir un bon accord, on devrait tomber en dessous. Alors, je vais la jouer honnête. Je mets quand même ça dans la correction. Et puis, comme ça, si quelqu'un trouve un calcul différent, avec une valeur qui s'accorde avec la courbe, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Et puis, je corrigerai si besoin. Bon, revenons un petit peu sur, globalement, cet exercice. Qu'est-ce qu'on a vu, les notions de titrage successif et simultané? Et puis, l'idée, c'était de voir un petit peu comment on utilisait la courbe, tout en faisant un petit rappel sur les incertitudes. Donc ça, c'est vraiment un exercice de base, qui est considéré comme un exercice plutôt facile. Dans le prochain exercice, je vous montrerai une situation de titrage en retour. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut bien poser les équations. Et donc, voilà, je détaillerai tout ça pour que vous puissiez être à l'aise sur tous les types de titrage redox. Voilà, allez, quant à moi, je vous souhaite une excellente préparation. Et puis, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser dans les commentaires. À bientôt!